Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors je vous la fais pour la deuxième fois parce que malheureusement la première a été coupée en plein milieu et comme je ne sais pas faire de montage, je vais être obligé de la refaire. Petite vidéo pour vous parler d'une découverte scientifique qui est très intéressante, qui explique comment le cerveau humain, comment le cerveau humain s'est développé en volume, comment il est devenu aussi gros. Alors, c'est une découverte qui est intéressante parce qu'elle explique le comment, mais n'explique pas le pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, dans mon livre, alors j'avais prévu qu'on allait s'en apercevoir, qu'on allait comprendre le pourquoi, le comment, mais moi, j'avais déjà apporté le pourquoi en expliquant pourquoi justement le cerveau sélectionnait les mutations accélérant la prolifération neuronale. J'avais bien expliqué dans mon livre, même si maintenant le comment vient d'être expliqué, ce comment est expliqué, mais pas le pourquoi. Et c'est ainsi que je devrais normalement moi-même faire la une de toute ou dans une grande quantité de publications scientifiques, parce que comprendre le comment c'est très intéressant, mais comprendre le pourquoi c'est aussi intéressant, les deux sont liés. Malheureusement, le pourquoi n'a pas été expliqué, je suis là pour vous l'expliquer en vous expliquant le comment qui a été fait par une équipe de recherche d'un laboratoire qui ont fait une découverte très intéressante en étudiant justement les cerveaux et le fonctionnement du cerveau au niveau cellulaire. Alors je vais vous lire ce petit article qui est très intéressant, « Comment le cerveau humain est-il devenu si gros ?» Alors il est sorti dans Futura Santé qui récupère pas mal de publications scientifiques pour en faire des articles de vulgarisation. Alors c'est Futura Science qui était anciennement Futura Explore que j'aime bien. C'est là-dessus que en général je vais regarder un peu les nouveautés. Et après j'approfondis. Alors, je vous lis l'article. Proportionnellement, la taille du cerveau humain est le plus imposant du règne animal. Pour comprendre les origines de sa taille, des scientifiques ont comparé son développement à celui des grands singes et démontré que cela n'est qu'une question de timing. Les humains sont caractérisés par un cerveau imposant par rapport à leur taille et très riche en neurones, en comparaison avec celui des gorilles et des chimpanzés, nos proches cousins. Il est 3 fois plus gros. Les chercheurs s'intéressent depuis longtemps à cette particularité humaine. Pourquoi notre cerveau est-il si gros ? Les chercheurs de l'université de Cambridge, en Angleterre, ont découvert les mécanismes de développement qui différencient le cerveau des humains de celui des grands singes et expliquent sa taille importante. Alors ils expliquent sa taille importante, mais ils expliquent pas pourquoi ces mutations ont été sélectionnées. Je vais vous l'expliquer. Cette recherche a été possible grâce à des organoïdes, une culture cellulaire en 3 dimensions qui est proche de l'organisation d'un tissu in vivo qui reproduit les premières étapes du développement du cerveau. Leur travail a été publié dans la revue Cell. Le temps de transformation cellulaire. Au début de la transformation du cerveau, avant même que les neurones apparaissent, il y a les cellules neuroépithéliales. Ces cellules souches prolifèrent très tôt dans le développement de l'embryon et se transforment en glies radiaires, qui formeront la plupart des neurones et les cellules gliales du cerveau. Alors c'est un peu complexe, mais c'est pas ce qu'il faut retenir, mais vous allez comprendre que c'est intéressant ce qu'il raconte. Chez les singes et l'être humain, la transformation des cellules neuroépithéliales dure plusieurs jours. Elle change progressivement de forme, notamment du côté apical, et passe d'une division symétrique à une division asymétrique. Ce processus long implique qu'il existe des cellules de transition qui ne sont plus des cellules neuroépithéliales, mais pas encore tout à fait des glies radiaires. Chez les grands singes, ces cellules transitoires apparaissent au 5e jour du développement, alors que c'est au 8e jour chez l'être humain. Ces transformations tardives permettent aux cellules neuroépithéliales de proliférer plus longtemps. Donc il y a un gène qui favorise et active en fin de compte, qui favorise la prolifération neuronale en permettant cette prolifération plus longtemps. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. Donc il y a un gène favorisant la prolifération neuronale. Elles sont donc plus nombreuses au 10e jour lorsque les glies radiaires sont formées. Elles sont donc plus nombreuses dans les organoïdes humains que ceux des grands singes. Alors je vous montre un peu le schéma qu'ils ont fait, qui est un schéma très intéressant. Vous allez comprendre, c'est sympa à comprendre. Voilà. Et ici, voilà ce petit schéma qui est toujours intéressant
à comprendre. Hein, vous avez en haut les hommes, en bas un gorille, un singe, hein, un grand primate, et vous voyez que ça prolifère plus longtemps chez les hommes avant de pouvoir se transformer. Donc il y a dans les cellules souches une prolifération plus importante avant d'avoir dissociation, je pense. Alors, je continue l'article. Le ZEB2, le facteur de transcription des gros cerveaux. Quel est le responsable de ce petit délai dans le développement du cerveau chez les hommes? Les chercheurs l'ont identifié. Il s'agit d'un facteur de transcription appelé ZEB2. L'importance de ce dernier dans le développement embryonnaire du cerveau est déjà connue car son altération ou sa mutation est à l'origine d'une maladie congénitale, le syndrome de Mowat-Wilson. Ce facteur de transcription est responsable de la transition entre la cellule neuroépithéliale et la glie radiaire. C'est-à-dire que les enfants qui sont atteints de ce syndrome vont se retrouver avec moins de neurones, donc ça va faire un peu ils vont être ce qu'on appelle des débiles mentaux. En modifiant l'expression de ZEB2 dans les organoïdes, les chercheurs sont parvenus à changer leur phénotype. Les organoïdes humains sont devenus similaires à ceux des grands singes lorsque ZEB2 agit à partir du 5e jour et inversement, des organoïdes de grands singes prennent la forme de celui des humains lorsque ZEB2 agit à partir du 8e jour. Cette petite différence est à l'origine de l'expansion de la taille imposante du cerveau humain en comparaison avec celle du singe. Voilà. Alors, ZEB2, c'est intéressant de s'apercevoir que ZEB2 permet justement une prolifération plus longue de ces cellules qui vont donner des neurones et qui vont permettre à l'homme d'avoir une grosse mémoire. Alors évidemment, on crée des chimères, si on accélère chez un singe, si on augmente la durée de prolifération neuronale chez un singe, malheureusement, il ne restera pas plus intelligent, il ne sera pas plus intelligent pour la bonne raison que cette intelligence doit être couplée à quelque chose d'extrêmement important pour être utile, et que cette intelligence humaine propre à l'homme, qui est due à ce gros cerveau, n'est pas due uniquement à ce gros cerveau, mais à ce gros cerveau qui peut utiliser certains outils. Et le maintien de cette mutation qui permet en fin de compte une période plus longue dans la prolifération neuronale est dû, en fin de compte, le maintien de cette sélection à l'acquisition au préalable d'outils linguistiques. Si l'espèce n'a pas déjà acquis des outils linguistiques lui permettant d'utiliser ce gros cerveau, donc cette grosse mémoire, cette capacité à engranger beaucoup d'informations, c'est complètement inutile. Parce qu'un gros cerveau avec une grosse mémoire, s'il n'a pas de notion de temps dans le langage, et s'il n'a pas d'outils linguistiques comme des mots, c'est-à-dire des compressions de données sensorielles en son uniquement, en mots, il va penser trop lentement. Les mots étant une interface de langage, étant une interface sonore de compression de données, comme dans un ordinateur, la mémoire vive, une espèce de compression de données qui permet de penser plus rapidement. Comme je dis tout le temps, quand tu penses maman, tu penses le mot, tu n'y mets pas la vision de maman, la couleur de maman, l'odeur de maman, le toucher de maman, la voix de maman. Tu mets maman, et ça va beaucoup plus rapidement à être compris. Ça s'appelle une compression de données pour pouvoir, en fin de compte, manier des notions plus rapidement. Parce que si tu penses uniquement avec tes souvenirs non compressés en interface sonore, ça prend un temps fou, puis ça consomme énormément d'énergie. Donc c'est pour ça qu'une grosse mémoire, donnée par une prolifération neuronale de ZEB2, c'est ça, je ne me souviens plus, par cette mutation n'est absolument pas utile s'il n'y a pas la découverte fortuite avant d'outils linguistiques importants permettant d'optimiser le fonctionnement de ce gros cerveau qui, s'il n'a pas cette interface sonore et ces notions de temps, est totalement inutile parce qu'il fonctionne trop lentement et consomme trop d'énergie et devient même quelque chose de nuisible à l'organisme. Alors je vais vous lire un peu quelques textes que j'ai écrits à ce sujet. Je suis content que je sois complètement en corrélation avec ces nouvelles découvertes. Il n'y a pas que celle-là. Ce livre est un chef-d'œuvre puisque ce livre vous explique exactement ce que nous sommes, comment nous sommes devenus ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ce que nous sommes.
et toutes les découvertes scientifiques que nous voyons, que je vous parle, sont déjà imprimées là-dedans. Alors, je vais vous lire ce petit article, je vous montre déjà le schéma que j'avais fait. Alors, il y a 200 pages sur le sujet, au début sur l'évolution. Ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle a 200 pages de plus, une couverture un peu changée. Et là, on voit que le développement du cerveau est dû, vous voyez, à chaque fois, j'explique les outils linguistiques découverts qui permettent justement la sélection de ces proliférations neuronales, donc de ces gènes activant cette prolifération neuronale. Et je vais vous lire les petits articles que j'ai écrits dessus. Alors, le langage complexe. Le merveilleux développement du cerveau humain est dû à des progrès linguistiques qui sélectionnent les mutations entraînant une prolifération des neurones générant le développement de zones de mémorisation des perceptions sensorielles et des zones d'association accompagnées d'un foisonnement de connexions synaptiques neuronales entre neurones. Chaque trouvaille linguistique, notion de temps, compression de données en mots, conjugaison, etc., entraîne obligatoirement une augmentation du volume du cerveau de l'espèce humaine, bien sûr. Alors, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer ça. Là, on voit un ancêtre, comment dire, un préhumain. Là, un australopithèque. À l'australopithèque, j'ai mis notion de temps gestuelle donnée par la possibilité d'indiquer avec les mains les directions. Donc, la flèche du temps, je montre d'où je viens, le passé, je montre où je vais, le futur. Donc, déjà des notions de temps grâce à la gestuelle donnée par la bipédie. Ensuite, je montre le mot habilis, notion de temps verbal permettant de parler du passé et de l'avenir pour ainsi préméditer en groupe des actions et transmettre un savoir au groupe par le verbe. Début du vocabulaire complexe grâce à la compression de données en mots. Cette interface sonore fondamentale pour pouvoir utiliser ce gros cerveau généré par cette mutation entraînant une prolifération neuronale. Ensuite, j'ai mis Homo ergaster, complexification du vocabulaire, apparition de la conjugaison, perfectionnement de la grammaire, et ensuite Homo sapiens, langage moderne complexe. Donc il faut comprendre que cette mutation, donc les principes de cette mutation ont été découverts, viennent d'être découverts par des chercheurs, donc les principes, comment agit cette mutation sur, en fin de compte, au niveau cellulaire, sur le développement et sur la formation de nos neurones, et justement l'allongement de la période de temps où il y a prolifération neuronale, ce que j'avais déjà expliqué là-dedans, mais je n'avais pas expliqué le processus, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Et donc je vais vous lire quelques petits articles qui sont dans l'éveil des consciences. Celui-là a 200 pages de moins à peu près que l'ancien. Il avait déjà 530 pages. Écrit en petit. Le prochain aura plus de pages que les Harry Potters. Alors, je vous lis un petit texte que j'ai écrit. Au commencement était le verbe, ou comment le langage, avec des notions de temps, ont permis le développement fabuleux du cerveau et de la mémoire humaine. Il n'est pas possible de raconter des histoires sans le verbe, et ça passe par la bipédie et la libération des bras de toute locomotion. Ceci pouvant alors indiquer des notions de temps en montrant des directions. Je vais, je montre l'avant, le futur, je viens, je montre derrière moi le passé. Mettons des mots sur ces gestes, conservant les mots, enlevant les gestes, et nous nous retrouvons avec un langage complexe permettant de parler du futur et du passé. Ça, c'est ce qui fait l'homme. L'homme est né avec la possibilité de raconter son passé et d'envisager le futur et de penser en paroles dans sa tête, ancrant les souvenirs dans sa petite cervelle en réactivant les connexions synaptiques liées aux actions passées et en générant d'autres connexions synaptiques par la mise en pensée verbale dans sa tête de ses désirs. C'est à ce moment que son cerveau a grossi, car la parole lui a permis de stocker une quantité impressionnante de souvenirs et de désirs dans sa mémoire. Avant, avoir plus de cervelle n'avait pas une grande utilité pour lui, car stocker de la mémoire non compressée en mots aurait été trop lent à utiliser pour pouvoir survivre efficacement. Après la naissance du verbe, la moindre mutation entraînant un accroissement de la masse cérébrale par prolifération neuronale devenait un atout fondamental à l'espèce comme réceptacle de souvenirs et de désirs. Donc vous voyez que c'est déjà indiqué dans le bouquin. J'explique que ces mutations qui entraînent la prolifération neuronale, il n'y a pas une mutation qui entraîne le cerveau, tiens, il a ce lobe. Non, c'est des mutations qui entraînent la prolifération de cellules, ou qui la ralentit. C'est ça qui est le principal moteur du développement et de l'évolution.
Alors, j'ai fait un autre petit texte qui accompagne aussi une découverte scientifique, pareil, je crois que c'était un labo anglais, qui avait étudié les trous, les petits foramen qui sont là, sous la tête, les petits trous que vous avez là, qui sont des foramen crâniaux, donc des trous dans lesquels passent les liquides, passe le sang, hein, qui va irriguer tout le tour du cerveau, par capillarité, le sucre passe, les micronutriments passent, tout ça. Hein. Et c'est très intéressant de comprendre que le diamètre de ces trous montre quelque chose, montre comment le cerveau s'est développé, à quelle vitesse il s'est développé. Et on arrive aux mêmes conclusions. Et je vais vous lire un peu cet article pour que vous compreniez le développement de notre intelligence. Développement du cerveau, intelligence et débit sanguin. Si l'intelligence est liée au développement en volume du cerveau, ce que nous vient vous parler, hein, ce développement en lui-même n'a pu voir le jour que par l'acquisition d'outils linguistiques permettant de penser plus vite. Et c'est là où est ma grande découverte, c'est que ces mutations apparaissent, mais ne peuvent se conserver que s'il y a des outils linguistiques permettant leur utilisation, hein, et leur optimisation. Autrement, elles sont même un danger pour la survie puisqu'elles entraînent un ralentissement de la pensée et en même temps une super consommation énergétique, car le cerveau est l'organe qui consomme le plus par rapport à sa taille. C'est un bouffeur de sucre énorme. Mais le langage nous a permis d'avoir cet organe énergivore qui nous a permis d'aller chercher encore plus d'énergie qu'il n'en consommait, hein, grâce au langage qu'il permet de manier comme une arme pour conquérir le monde. Alors, une pensée sans interface sonore entre le monde et sa conceptualisation dans le cerveau, alors, une pensée sans interface sonore entre le monde et la conceptualisation dans le cerveau des données transmises par les sens est bien trop lente pour être efficace, c'est la base. C'est dans l'apparition d'outils linguistiques tels que les notions de temps, le verbe et les mots qui permirent à l'homme au cours de son évolution de penser plus vite, donc de pouvoir enfin réfléchir rapidement pour réagir au stress provoqué par le milieu. Ainsi, à chaque progrès linguistique, les mutations aléatoires favorisant la prolifération neuronale dans certaines zones du cerveau liées à la mémorisation de données, à la cognition ou au maniement de symboles sonores furent enfin conservées car elles devenaient, par la vitesse de traitement des informations sensorielles données par l'évolution du langage, elles devenaient enfin utiles pour stocker et traiter des informations afin de réagir à des stress et préméditer rapidement des actions. Non seulement l'évolution du langage favorisa le développement du cerveau en volume, mais aussi permit à l'homme de réfléchir plus vite en permanence. L'étude de l'évolution des foramen crâniens, ces petites ouvertures à la base du crâne, laissant passer les artères et les veines, menant ou partant du cerveau, montre qu'au cours de l'évolution humaine, le cerveau a augmenté son débit sanguin bien plus vite qu'il ne s'est développé en volume. L'étude de ces foramen crâniens prouve que c'est le langage et les progrès linguistiques par le traitement rapide des données qui rendent la réflexion par sa vitesse enfin efficace pour réagir au stress du milieu et enfin utilisable en permanence, tout en faisant par cette réflexion incessante et rapide augmenter sensiblement le débit sanguin dans le cerveau pour approvisionner en sucre et en micronutriments. Ce débit sanguin cérébral important, typiquement humain, est donc en corrélation directe avec les progrès linguistiques permettant de penser rapidement et en permanence en son, et contraste avec nos cousins primates qui, en l'absence de langage complexe, ont un cerveau non seulement moins gros, mais aussi moins actif, bien plus économe et moins intensément irrigué, donc avec un débit sanguin proportionnellement moins important et des foramen crâniens proportionnellement plus petits. Vous voyez que le langage, en fin de compte, c'est ce qui fait tout et que les singes ont même proportionnellement à leur cerveau de beaucoup plus petits foramen parce que penser lentement, avoir une grosse mémoire ne sert à rien. C'est tout le temps bien d'avoir une mémoire, mais trop grosse ne sert à rien si tu n'as pas ce langage, donc ces compressions de données en mots et ces notions de temps qui permettent de jongler extrêmement rapidement et de faire passer toutes les idées par la thèse-antithèse, en créant des personnes dans ta tête, donc d'analyser le monde par ce système thèse-antithèse. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, de se créer des personnalités, plusieurs personnalités dans le corps, qui discutent entre elles pour analyser le monde par le verbe. Si tu n'as pas ce verbe et ces notions de temps, ça ne sert à rien. Donc quand tu es fatigué, tu te reposes et tu ne t'amuses pas à cogiter.
tu utilises un langage assez primaire, le langage des primates, hein, ils comprennent, ils pensent au futur, hein, ils se souviennent du passé, mais ils n'ont pas cette interface sonore qui leur permet, en fin de compte, de communiquer beaucoup plus facilement, plus rapidement, hein, et d'emmagasiner beaucoup de mémoire. C'est la grande différence. Donc c'est pour ça que l'homme, en fin de compte, est un animal qui, grâce à cette interface sonore, a vu la sélection de mutations entraînant la prolifération neuronale conservée, alors qu'elle serait apparue chez un même primate n'ayant pas ces outils linguistiques, hein, ces ébauches d'outils linguistiques dans sa culture, hein, ça ne se serait pas conservé car ça aurait été inutile, la nature éliminant tout ce qui est nuisible, et donc ce qui est inutile, l'inutile étant nuisible parce qu'il consomme de l'énergie. Il n'y a rien qui est neutre dans la nature, tout est ou positif ou négatif, le neutre n'existant pas, puisque à partir du moment où tu ne sers à rien, tu consommes quand même de l'énergie, donc cette énergie qui pourrait être utilisée ailleurs. Principe de la vie, hein, tout est énergétique. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne le monde, et pourquoi nous avons eu cette intelligence si particulière, et pourquoi ces mutations entraînant notre gros développement de cerveau se sont conservées. Hein, les outils étaient là avant les mutations, et les mutations n'ont été efficaces que si l'outil linguistique était déjà apparu au préalable culturellement chez nous, et ça, cet outil linguistique, c'est dû à notre position bipède, nous permettant d'avoir des notions de temps. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que l'éveil des consciences, hein, ce livre, est de nouveau disponible, et vous l'avez de nouveau disponible en précommande. Il sera début avril dans toutes les bonnes librairies, mais déjà en précommande sur Amazon, à 34 € pour 650 pages, quelque chose comme ça, mais c'est écrit en plus petit que l'autre, c'est quasiment 200 pages de plus. Un livre fondamental pour la compréhension du monde, hein. Et bien sûr, comme on est en période de crise, et si vous n'avez pas d'argent, et si vous êtes pauvre, et vous êtes dans une situation catastrophique, hein, et vous voulez quand même continuer à vous instruire, vous l'avez gratuit, brut, hein, c'est-à-dire sans les images, mais gratuit, sur l'éveildesconsciences.com en un seul mot. C'est ma petite BA pour les gens qui n'ont pas forcément assez d'argent pour pouvoir s'instruire et s'éveiller. Voilà, petite vidéo qui me fait plaisir, ça m'a fait plaisir de la faire parce que cette découverte, alors c'est 2 fois des découvertes anglaises, hein, permettent en fin de compte de montrer que c'est le langage, même si elles-mêmes ne parlent pas du langage, elles sont complètement en accord avec ce que je vous explique, qui n'est pas une théorie, puisque c'est basé sur les lois physiques du monde, ce qui est simplement une explication purement pragmatique, en utilisant les lois physiques du monde, de ce que nous sommes, pourquoi nous sommes ainsi, et comment nous sommes ainsi. Ça me fait plaisir que cette découverte anglaise ait pu expliquer le processus biologique qui amène à la prolifération neuronale, et moi j'en ai expliqué le pourquoi, ce qui est excellent aussi. Ces 2 découvertes, hein, peuvent être mises en corrélation pour enfin comprendre qui nous sommes réellement et comment nous sommes ainsi. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.